Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et délit. Tu es malade depuis le jour où tu as piqué la vie ici. Tu souffres de camerounite aiguë. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très vêtue. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyamo aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le département de poubelle fait son off-eye au hit parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez on vient être partout, dans la saleté, oh yeah. C'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le mois et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture démarre mal, c'est la faute à Babia. Mon gars me lance mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand quelqu'un te dit que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Oh, ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement quoi. Toi, sur nous, de la plus faire quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de meubles. Chacun vient avec sa part de LLA. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits boubous. Dans un peu de pouvoir, et il te traite comme un gougou. Né enfin dès le matin, baby frère, ne me parle pas de balai, mon pote, coco, le à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Dans ta vie donc tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu lis ton jackpot dans l'ange, tu ne vas même pas prendre Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chibas tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là tu es méchant, tu te crois intelligent, ton marabout est puissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. T'en as te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis qu'on t'en bloque pas, c'est la faute à Babia. Son verre de bain se baisse, c'est la faute à Babia. Son ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Le midi fesse te stress, c'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Tes enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le reste c'est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il a fini par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé.
réalité, pour Bonsoir tout le monde. Je vais commencer par mettre quelques vidéos et après on va parler de Canal Loubet. Je commence par la première vidéo. Laurent Chibado, quels sont vos vœux pour le peuple burkinabé? Je croyais que vous allez dire quels sont mes vœux pour moi-même. Pour le peuple. Le peuple. J'ai tellement souhaité, j'ai mis 44 ans à Laurent Chibado, quels sont vos vœux pour le peuple burkinabé? Je croyais que vous allez dire quels sont mes vœux pour moi-même. Pour le peuple. Le peuple. J'ai tellement souhaité, j'ai mis 44 ans à souhaiter tout pour ce peuple. Mais j'étais tellement déçu que ça ne m'intéresse plus de formuler des vœux. Rappelez-vous le 28 octobre d'ailleurs, la place de la Révolution. C'est par hasard que je suis venu. Il dit, ah, je vais voir si le peuple va sortir. Si vraiment ils n'aiment pas, ils veulent que Blaise s'en aille réellement, quoi. Dès que je suis arrivé à la... Comment? Il y a une banque à côté, là. Mais, voilà bateau, voilà bateau, voilà bateau. Donc j'ai essayé de faufiler maintenant pour disparaître. On m'a attrapé. On m'a soulevé. On m'a soulevé en l'air. Et quelqu'un a dit que c'est moi qui ai aidé à conscientiser, à réveiller le peuple burkinabé. Quand même. C'est ça qui va donner du courage pour dire, mais ah, Laurent, pour le bien du pays, je crois que les gens ont compris. Ah ben, il faut aller aux élections. Mais j'ai dit à mon pays, à mon parti, battez-vous, allez aux élections. Ben, le peuple a compris. Je suis le seul qu'on a soulevé en l'air pour me bénir. Les jours des résultats, je suis allé au WC pour pleurer. Vous savez, moi j'aime la vérité. C'est au WC que je suis allé pleurer. 2 députés. Un du centre et le reste, ce sont qu'on a récolté un peu les miettes qu'on a récoltées sur tout le territoire national. Qui a donné le deuxième. Vous voulez que je dise quoi à ce peuple? Non, non, je vous pose la question. Je veux quoi? Je retiens seulement cette idée. Si tu aimes quelqu'un et tu sens que la personne court un grave danger, mais dès que tu essaies maintenant de venir à son secours, la personne s'étend, la personne ne se sent pas concernée, la personne ne sait pas qu'elle est en danger. Mais alors, tu vas voir, tu finiras par être son ennemi. Moi, tu cries sur ce peuple. Moi, tu dis, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça là. Si je persiste ici, je serai l'ennemi de ce peuple. Lui, il est qui ce type-là? Je dis, il y a déjà quelqu'un qui a dit sur une radio, il ne faut plus donner la parole à ce Laurent Gbagbo là.
que certains quoi là, j'ai oublié le terme utilisé. Un oiseau de mauvaise augure. Quelqu'un qui me dit, il y a ça qui va arriver bientôt, ça va arriver, ça va arriver, et ça arrive. Et tout ce qu'un national dit, je suis un oiseau de mauvaise augure. Conclusion pour ce peuple. Conclusion, je le laisse au bon Dieu. Ça, c'est une première vidéo. Attendez, je prends la deuxième vidéo. Oui. Je transfère juste un peu. Je le donne. Comme vous dit, faut jamais suivre le peuple n'importe comment. Où est la vidéo là avant de passer?
J'ai cherché la vidéo de Elimbi Lobé à Yaoundé avec Joli Koum. Avec Joli Koum. Et avec nous en direct du Donbass, Volodymyr Marini, chef de la communauté. Moi, je suis simplement en tenue de ville. Parce que ça peut être comme si on s'est entendu pour être en couleur noire. Moi, je suis en tenue qui était prévue pour la présentation de cette émission. Mais vous, vous êtes en noir parce que ça ne va pas. Parce que je pleure. Vous pleurez pourquoi? Parce qu'on brime notre communauté. Vous l'avez fait aujourd'hui avec la paix de Dikolo, avec les destructions de Dikolo. Nous sommes en train de nous organiser pour que ce que nous on considère comme une mafia soit dénoncé au plus haut niveau pour faire ça que le président de la République ait les informations réelles sur ce qui se passe sur le terrain. En même temps, nous croyons que tel que les choses sur le terrain ont été ficelées, il est très probable qu'il ait été tenu un peu à l'écart. Étant entendu que nous sommes à une période de la vie nationale où il est évident que le président de la République doit se reposer. Et les malfaiteurs qui sont tapis dans le régime du RDPC, qui pratiquent la corruption, comme je parle comme ça, qui peut dire que le régime du RDPC n'est pas un régime corrompu? Qui peut le dire? Le président lui-même, chef du RDPC, il le dit et il est né en prison. C'est les fruits, c'est le résultat d'une fonction publique corrompue. Et on fait faire les gens, les forces de l'argent, peuvent faire des choses que vous n'imaginez pas. Je vais vous montrer un exemple. Cette correspondance-ci. Cette fois-ci, ce n'est pas la Bible que vous lisez, c'est bien un document officiel. Ce n'était pas nécessaire de regarder des morceaux choisis parce que ce n'est pas l'essentiel de mon propos. Ce soir aujourd'hui. Ouais. Je vais vous montrer ce document. J'espère y arriver rapidement. Voici un document. C'est la lettre du délégué départemental du MUCAF qui écrit à ce monsieur qui joue à être un opérateur économique, qui est un avocat dont la vie de radiation au barreau du Québec, parce que ce n'est pas un Camerounais, c'est un originaire du Cameroun, qui a pris la nationalité, je crois, québécoise ou canadienne. Son avis de radiation au barreau du Québec est ici. Il n'y a que
les gens du gouvernement pour ne pas voir ça. Voici son avis de radiation. Avis de radiation au barreau du Québec. Voici ça. Lisez les premières lignes. Que tout le monde vous entende lire ça. Je ne suis pas sûr que... Non, lisez, ça circule dans le net. Ça, j'ai tiré ça dans le net. Avis de radiation. Oui. Dossier numéro 06/17/03 031 01. Alors, avis est par les présentes données que M. Olivier Chi Noaco, c'est bien ça? Oui. Et vous voulez que je dise? Mais lisez quelques lignes. Bon, je lis à votre place. Avis est par les présentes données que M. Olivier Chi Noaco, numéro de membre 25-20-33-8, ayant exercé la profession d'avocat dans le district de Montréal, a été déclaré coupable le 21 décembre 2018 par le Conseil de discipline du barreau du Québec d'infractions commises à Montréal entre le 27 juin 2013 et le 7 janvier 2007, à savoir, et on cite. Est-ce que cela ne lui donne pas, est-ce que cela empêche qu'il vienne accueillir ce n'est pas ça. Je n'ai pas dit que quand quelqu'un était malfaiteur au Québec, s'il vient au Cameroun, il ne doit pas acheter les terrains. Sauf que M. Tinoako n'est pas en train de chercher à acheter les terrains. Il cherche à faire quoi? Je suis en train de vouloir vous lire la correspondance que le délégué lui a adressée. Le délégué du MINCAP a adressé à un homme qui a ce profil-ci. D'accord. Le délégué départemental à Maître Olivier Tinoako, promoteur du projet de construction à l'époque des faits, c'était l'hôtel Hilton de Douala. Voici, c'est ça qui est écrit ici. La lettre est frappée du sceau confidentiel. Tout à fait. Votre demande d'autorisation de procéder à des lévis topographiques. Maître, j'accuse réception de votre correspondance confidentielle du 16 avril 2015, par laquelle vous sollicitez une autorisation en vue de procéder à des levées topographiques sur le site devant abriter le projet de construction de l'hôtel Hilton de Douala. Y faisant suite, j'ai l'honneur de vous faire connaître que je marque mon accord pour la conduite de ces travaux. Par ailleurs, je vous demande de garder secret les données recueillies compte tenu du caractère confidentiel de votre mission. Le délégué est en poste, le délégué en question. Et je ne sais pas s'il est toujours en poste. Voilà ce qu'un fonctionnaire est en train de faire. Là où la législation prévoit que c'est une commission de constat et d'évaluation que doit créer le préfet lorsqu'une déclaration d'utilité publique des travaux a été émise par le ministre des Domaines. Le préfet doit créer une commission, dite commission de constat et d'évaluation, qui est chargée, je vais vous lire les termes de la législation. Ce n'est pas facultatif, c'est obligatoire. Il faut désigner des membres. La loi est ici. La loi est ici. Voici la loi. Article 3. C'est le décret d'application de la loi qui encadre les expropriations. C'est ça que je veux dire, le décret d'application. Dès réception du dossier, c'est-à-dire le dossier pour les expropriations, le ministre chargé des domaines apprécie le bien fondé des justifications du projet. Alinéa 2. Lorsqu'il juge le projet d'utilité publique, il prend un arrêté déclarant d'utilité publique les travaux projetés et définissant le niveau de compétence de la commission chargée de l'enquête d'expropriation, dite commission de constat et d'évaluation. Article 4.
article 4. On ne va pas lire toute la loi. Non, on ne dit pas toute la loi. On dit ce qui nous permet de comprendre comment la mafia. Oui, on a déjà compris ça. C'est-à-dire que, Laisse donc que je lise, tu vas voir l'économie que nous allons faire. je vous le disais tout à La l'heure, permission de constat et d'évaluation est chargée de choisir, de faire borner les terrains concernés au fait du bénéficiaire, de constater les droits et d'évaluer les biens mis en cause, d'identifier les titulaires et propriétaires, de faire les panneaux indiquants. Comment la commission doit choisir le site? Et le délégué écrit à M. Timaco que l'on va enlever d'aller faire le travail à la place de la commission. à la place de la commission. On vous comprend très clairement. Vous avez compris? Alors aujourd'hui, vous êtes à quel niveau avec cette affaire? Nous sommes La à réalité d'aujourd'hui, nous sommes à un niveau stupéfiant. Parce que lorsque le préfet d'Ouvouri, dans son zèle, pour détruire les gens, a sonné, et c'était en septembre, il a mis ce qu'on appelle une mise à demeure. Nous allons avoir des contraintes de temps. Oui, on va y arriver. On ne va pas y arriver, on aura des contraintes de temps. Est-ce que vous pouvez pas résumer ça? Lorsque le décret est sorti, Oui. la magouille a fonctionné, le décret est sorti. Le 9 septembre 2021, le préfet a mis en demeure les populations. Dans le site que M. Tinoako a délimité lui-même, il a mis en demeure les populations à déguerpir. Et le 22 novembre 2021, donc quelques mois après, une certaine catégorie de personnes qui détiennent des titres fonciers, Charles Moukouribel Lucien, Nguyenungu, Amungu, Ngombe, Bonam, ainsi de suite, ces personnes qui ont des titres fonciers qui ne sont pas cités dans le décret d'expropriation. Vous l'avez déjà mentionné à plusieurs reprises. Ces gens-là ont saisi le tribunal administratif. Et qu'a dit au tribunal? Ils demandaient au tribunal de demander au préfet de surseoir à l'heure de guérissement. Ça n'a pas pu être fait. Le tribunal administratif du littoral a reçu leur requête. Comme il est de coutume et de procédure, a transmis cette requête-là au Premier ministère. Parce que Le Premier ministère a dit que les titres fonciers en question n'étaient pas concernés par les déguerpissements. l'affaire, c'est les consorts Charles-Henri, etc., contre l'État du Cameroun. On va pas réciter l'affaire. Le Premier ministère répond au juge administratif en lui disant, je fais donc l'économie puisque vous êtes bousculé, en lui disant que dans la présente cause, l'intérêt ainsi que la qualité à agir des consorts, donc Charles Moukouri, etc., doivent être liés à la référence à leurs droits immobiliers ainsi qu'à leur dévolution des dix droits à leurs différentes personnes physiques par le décret d'expropriation. C'est-à-dire que le décret d'expropriation est le décret d'expropriation. Et le Premier ministère dit que de la compulsion des prises produites par les recourants, ici, donc les recourants, n'ont pas été nommément cités par le décret attaqué à son article 3, qui établit la liste des personnes victimes de perte des droits fonciers ou de destruction des biens. Et l'État du Cameroun continue à dire aux juges administratifs qu'en outre, les titres fonciers, dont ils se reprévalent, respectivement, ne sont pas concernés par le dit décret. Qu'ainsi, le décret attaqué. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il ne devait pas être cassé. Il ne devait pas Ce que je suis en train de dire, c'est que l'État du Cameroun répond aux juges administratifs que ces gens-ci, moi je ne les ai pas expropriés. Donc ils n'ont pas qualité à
a demandé le sursis à exécution. On a déjà fait des reportages sur ce dossier. Et le juge, vous savez quand est-ce que le juge a répondu? Le juge a tranché exactement le 6 avril 2022. Oui. Le juge administratif répond et les déboute en disant vous n'avez pas qualité parce que l'expropriation ne vous concerne pas. Et le 14 mai, le préfet les casse. Le préfet casse des gens que l'État du Cameroun dit qu'il n'a pas exproprié. C'est la faute de qui? C'est la faute au préfet maintenant. Allez savoir. Mais L'État du Cameroun, qu'est-ce que les élites Sawa? Est-ce que dans ce dossier vous avez rencontré les élites Sawa? Qu'est-ce qu'elles disent? qu'est-ce que vous appelez l'élite Sawa? C'est qui l'élite Sawa? Mais qu'est-ce que vous appelez comme C'est les députés qui sont mieux comme les escargots. C'est ce que vous appelez l'élite Sawa. Je vais vous vous êtes une élite, on me voit en action. Moi, je suis pas l'homme muet. Est-ce qu'il y a d'autres Moi, je suis en train de dire à l'État du Cameroun que, et c'est ce qui m'a amené à Yaoundé, pour faire en sorte que le chef de l'État sache que la juridiction camerounaise compétente, elle a dit qu'elle n'a pas exproprié Moukouri et les autres? Ouais. Mais que le préfet les a quand même cassés. Le préfet a détruit toutes les traces. C'est quand il a fini de les casser, il a détruit toutes les traces, qu'il convoque une réunion pour les indemnisations et éventuellement d'examiner les recours de ceux qui ne sont pas d'accord avec les montants des indemnisations. Regardez un peu cette espèce de comportement. La question que le préfet a posée, qui est qu'il y a des gens qui contestent les indemnisations. En cas de contre-expertise, les maisons ont disparu. Tu fais maintenant une réunion pour que ceux qui ne sont pas d'accord avec les indemnisations viennent parler de quoi? Vous allez réévaluer les indemnisations sur la base de quoi? Tu as détruit les maisons que l'État du Cameroun ne t'a pas demandé de détruire. Parce que tu veux donner les terrains à qui doit. C'est de ça qu'il est question. Très bien. Je crois que C'est de ça qu'il est question. Je crois que vous... Ce qui est en train de se passer, c'est que M. Jeloum, dorénavant, l'article 95 de la loi sur l'urbanisme n'a plus d'importance. Cet article dit que l'État assure la sécurité urbaine foncière aux détenteurs de titres de propriété. Ce sont précisément les détenteurs de titres de propriété qui sont jetés en pâture. À la veille des examens, on brise les familles, on prend les parents, on disperse. Parce que chacun doit aller trouver refuge chez un cousin, chez un neveu, chez n'importe qui. Les enfants sont ailleurs, ils sont éparpillés, devenus loin des établissements scolaires qu'ils fréquentaient. Regardez un peu cette espèce d'état d'esprit d'un officier de l'État. Regardez un peu cette affaire. Qu'est-ce qui urgeait de casser ces gens-là avant que le tribunal administratif n'ait rendu sa décision dans le fond? Qu'est-ce qui urgeait? Depuis qu'on a cassé, l'hôtel est sorti du sol. C'est de ça que je suis venu parler là haut. C'est de ça que je suis venu parler. Parce que je dis pour là où vous êtes, demain ou après-demain, on peut vous exproprier. Et les exégètes, comme ils n'en manquent pas au Cameroun, expliquent, je les entends expliquer que le terrain ou les terrains qui ont été captés n'ont pas été vendus. Ils sont simplement rentrés dans le domaine privé de l'État. Et que l'État a fait un bail amphithéotique avec ce monsieur. C'est-à-dire que l'État arrache le terrain de Jolicoum, il en devient le propriétaire pour lui louer ça à des gens et gagner de l'argent. 131 millions de francs tous les mois que projette payer à l'État M. Tinoako. Donc on arrache mon terrain. Pourquoi moi je ne le mets pas en location? On le met dans l'escarcelle de l'État pour que l'État lui le mette en location. Et il met l'argent dans la poche de l'État, supposé. Mais est-ce que c'est ça la lettre et l'esprit de la loi qui parle de l'expropriation? Écoute.
Et je suis heureux que tu marches avec ta bibliothèque. Oui, parce que je vais te rappeler les propos du président. Vas-y. Voyez-vous, lorsque je parle depuis ici que le danger des républiques en Afrique, c'est les fonctionnaires. Les gens me disent que mais Abdel, tu dis quand même, c'est un peu trop. Je vous dis, écoutez-moi, je suis mécanicien de profession. J'ai appris la mécanique de la première année jusqu'en 3e année à l'université. J'ai la capacité de fabriquer une machine au Japon. On l'envoie au Cameroun, je la diagnostique, je trouve son problème et j'apporte des solutions. Je ne suis pas là quand on fabrique la machine au Japon. Je ne suis pas là. Mais mon devoir, quand elle a un problème, d'apporter, de diagnostiquer, de trouver le problème et de dire, je vous ai dit et je vous répète, si on continue à laisser les fonctionnaires écrire les textes de loi, les décrets d'application sur la réglementation, ça va donner ce que vous voyez. Mon père m'avait dit, un titre foncier est l'acte de naissance d'un terrain. Si on ne peut pas, par voie normale, te donner un autre acte de naissance, si tu ne pars pas au tribunal pour qu'on te fasse ce qu'on appelle un duplicata, pourquoi l'État du Cameroun donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 titres fonciers sur un même espace? C'est pas l'État du Cameroun. C'est parce que l'État du Cameroun a laissé les fonctionnaires faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent et quand ils veulent. Le résultat, c'est ça que vous voyez. Lorsque je parle ici là des incompétents, lorsque des incompétents arrivent quelque part, c'est ce que vous voyez. L'incompétent a une caractéristique. L'argent pour lui est une règle d'or. Je suis allé à l'ENAM, j'ai payé tel montant, je dois rentrer dans mes fonds. Il lit bien ce que la loi dit. Il lit bien ce que la loi dit. Mais il part d'abord casser les gens pour faire disparaître les preuves. Et vous voulez que moi je m'assoie ici là pour dire que c'est Paul Biya. C'est pour ça qu'il faut mettre les textes de la loi qui rendent le fonctionnaire responsable direct des actes qu'il pose. Lorsqu'il fait un tort à l'État, il ne faut pas qu'on attende 10 ans, 20 ans pour dire que non, il a fait un tort. Non, il faut que les actes qu'il pose au quotidien, il faut que le texte vienne avec avec l'infraction. Si un fonctionnaire pose un acte A et qu'il empiète et qu'il pousse l'État à dédommager les gens, il doit être sanctionné. Mais sauf que ils sont habitués à ce système qui dit que le fonctionnaire agit au nom de l'État. Il représente l'État. Tout lui est permis. Tout lui est permis. Mais ce monsieur mérite la prison. Je vais vous dire une chose. Il y a plein de gens ici là. Je parlais d'une histoire de chefferie à Idéa. Les gens ont donné l'argent pour qu'on prenne un avocat. Je suis allé au Cameroun.
ce que j'ai découvert, ça m'a laissé KO. Je dis que ce que j'ai découvert, mais comme c'est une histoire de famille, je suis obligé de fermer ma bouche. Le gars, lorsque le décret de nomination du chef précédent sort, il sort le décret avec le nom du vieux modifié. Le décret vient déjà avec un piège. Ce piège-là qu'il signe, il va dire au père, non, le père, c'est toi, on connaît que c'est toi. Mais le père ne va pas savoir que le piège qu'ils ont mis, c'est pour la succession. C'est lorsque je parle à aider, il dit au gars, mais ça c'est un piège qu'ils vous ont, ils vous ont posé un piège ici. Ils ont posé ça, ce piège, pour que tu te retrouves que le jour où tu vas vouloir succéder à ton père, on te demande d'abord de justifier si c'est ton père. Papa, une personne, deux noms. J'ai dit oui, fonctionnaire camerounais. C'est sur ça qu'on est. Mes frères, c'est sur ça qu'on est. Trouvez les justificatifs d'un mort, que c'est lui. La naïveté va nous tuer. La naïveté va nous tuer. Mais il n'était pas en poste. Il casse sur la base que... J'ai parlé de l'argent. Que les incompétents, lorsqu'un incompétent voit l'argent pour lui fait tout. L'argent pour lui fait tout. Donc, c'est pour ça que je dis tous les jours que notre drame et notre malheur, c'est le manque de suivi de ce qui se passe dans nos régions. C'est le manque de suivi. Ouais, mon frère Abdel, moi je ne te comprends pas. Tu me dis je ne dois pas parler du préfet. Mon frère, on ne casse pas à Douala si le préfet ne signe pas. C'est comme ça. Mais sauf qu'il est parti casser des gens qui ont des titres fonciers, des gens que l'État du Cameroun n'a pas expropriés. Lui s'est basé sur quoi pour les casser? Lui s'est basé sur quoi pour les casser? Je vous mets une... Est-ce que j'ai même partagé la vidéo là? Il y a ce qu'on appelle à l'ouest Cameroun forêt sacrée. Vous savez ce qu'on appelle forêt sacrée à l'ouest? Je dis que... Vous savez ce qu'on appelle forêt sacrée à l'ouest? Je vais vous expliquer. Une forêt sacrée à l'ouest du Cameroun,
c'est des maisons, des forêts où dans une forêt, vous allez toujours trouver une petite maison traditionnelle où on met les crânes. On va te dire non, là-bas c'est la forêt sacrée. Parce que les propriétaires de l'emplacement de la maison, ils sont pas encore là, ils sont peut-être à Yaoundé ou bien à Douala ou à l'étranger. Mais il y a juste une petite maisonnette là-bas où on va venir rendre visite aux ancêtres, parler de ces problèmes du quotidien et repartir pour avoir les bénédictions. C'est ça qu'on appelle à l'Ouest Cameroun forêt sacrée. Il y en a comme ça partout, partout, partout. Mais à Douala, il n'y a pas de terrain sacré. Là où on a cassé, il y a les tombes des gens là-bas. C'est terrible. Et quand je vois ça, j'écoute ce que Suzanne Kanyalobe, lorsque je vois ça, j'écoute, je suis les déclarations de Suzanne Kanyalobe à France, Radio France Internationale. Je dis oui. Cette dame a montré la reine qu'elle a envers ses oncles maternels. Parce qu'il faut savoir qui est Suzanne Kanyalobe. Lors de l'esclavage, lorsque le colon entrait dans l'arrière-pays, il arrêtait les gens. On embarquait des gens à Douala, on longeait le fleuve, on partait au sud-ouest. On embarquait donc, c'est là où il y avait les bateaux en haute mer. Là, il y avait les grands bateaux qui embarquaient. Comme on ne pouvait pas longer la haute mer avec les petits bateaux, on longeait juste la côte. Jusqu'à arriver le village où tout le monde connaît, où on embarquait les esclaves. Alors, et donc, lorsqu'on a décrété que l'esclavage est fini, parmi ces esclaves, on a laissé certains esclaves à la chefferie belle. Parmi ces esclaves, il y avait un monsieur Bamileki, que le roi Bel avait surnommé Mandessi. Parce qu'il s'appelait, lui, son vrai nom s'appelait Mandessi. Mais en Douala, les Douala ont commencé à l'appeler Mandessi. Comme il était un monsieur travailleur, le roi Bel lui a dit que non, tu ne peux plus être esclave, l'esclavage c'est fini, tu vas rester chez moi. C'est comme ça que le roi Bel a fait de lui son trésorier, parce que Mandessi gérait l'argent du roi Bel et il faisait le commerce. Il est devenu très riche. Ce Mandessi Bel là est un grand-père ou un arrière-grand-père de Suzanne Kanyalobe. Écoutez ce qu'elle déclare à RFI. Suzanne Kanyalobe. Je vous dis ce que elle déclare à RFI.
C'est terrible. Je ne sais pas si cette femme a des enfants. Je ne sais pas. Je ne sais pas si elle a les enfants, parce que si elle a les enfants, mais ce préfet doit aller en prison. C'est un prisonnier, il doit aller en prison. Pat, tu n'as pas la déclaration de Canalobe là? Voilà. Déclaration de Canalobe à France, Radio France Internationale. La ville appartient non à ceux qui possèdent la terre, mais à ceux qui sont capables d'investir. Déclaration de Suzanne Canalobe. La ville appartient non pas à ceux qui ont les terres, mais à ceux qui investissent. Moi, je suis à Montréal. Je vais dire à Suzanne Canalobe, lorsque tu pars au centre-ville de Montréal, tu vas trouver un petit cimetière. On va te dire que c'est les pionniers qui sont arrivés ici. Voilà le cimetière. Lorsque tu vas aller là où l'ancien premier ministre, là où dans le mausolée d'un ancien premier ministre ici, il a construit son petit mausolée. C'est là-bas. Tu pars partout dans les, tu vas trouver les petits cimetières encadrés, dans la barrière. On ne touche pas. En pleine ville. Ils sont là. Ils sont fiers. Et quand je l'écoute, cette dame, je pose seulement la question. Si un seul instant, depuis qu'elle travaille au Cameroun, qu'elle a produit un seul jour les devises. Parce que mes chers compatriotes, tous ces gens que vous voyez vivent sur le dos du petit peuple. Je l'ai déjà démontré ici. Tous ces gens qui bavardent, qui crient sur les plateaux de télévision, oh Paul Biya, vraiment de Dieu, oh, oh, oh. C'est le petit peuple qui ponctionne. Parce que nous sommes dans un système, comme je vous le dis tous les jours, système franc de colonie française d'Afrique. Ça a une condition. Vous entendez, on dit que l'argent se fait rare au Cameroun. Vraiment, il n'y a pas l'argent. Vraiment, il n'y a pas l'argent. Même les pièces sont finies. L'argent, c'est dur. Mais l'argent est dur, pourquoi? Je vais vous expliquer encore une fois de plus. La répétition, elle est très importante dans ce cas-ci. Parce que cela, c'est pédagogique. Mes chers compatriotes, l'argent se fait rare. Il n'y a pas deux raisons. Parce que la production monétaire est conditionnée par la mise sur le marché mondial des produits des richesses du Cameroun. L'or, le diamant, le cacao, le café, le pétrole, le gaz, la banane. Ouais, Seigneur. Tout ce que je viens de vous citer là, aucune élite ne produit ça.
il est assis à Yaoundé, Kalalobe est assis à Isakam, ils abandonnent les ordures partout dans la ville de Yaoundé, ils disent qu'on a nos factures payées, mais Kalalobe ne sait pas que pour que l'État du Cameroun paye Isakam, il faut que les pauvres qu'elle insulte produisent le cacao. Les gens font comme si le Cameroun n'a pas d'histoire. Les chefs, les Douala aujourd'hui sont restés sans plantation. Pourquoi? Or, le Mungo, pas le Mungo, quand tu dépassais Souza, tout ça là, c'était là-bas où les chefs Douala avaient les plantations. On a mis une politique en marche. On a commencé à les massacrer. Le célèbre grand commerçant Douala, homme d'affaires, qu'on appelait M. Bema, allait le tuer dans sa plantation à Lou. Donc, quand j'écoute Suzanne Kalalobe, je dis merde. Donc, ces gens-ci pensent que ils vont continuer à nous manipuler. Souza, oui, tout ça, est-ce que vous savez que lorsque tu pars dans ton village pour construire ta maison sur le terrain de la famille où tu construis, mais les Douala qu'on est en train de chasser là à Dikolo, les enfants iront où? Je ne parle pas des parents. Parce que c'est les parents qui ont construit les maisons, ils habitent là avec les femmes et enfants. Bon, les enfants des Douala là, ils vont aller où? Parce que si moi je rentre à Bafia, ils vont construire sur le terrain familial, là je mets ma maison. Chacun de vous là connaît ça. Mais je pose la question, les Douala qu'on a déguépés là, leurs enfants iront où? Ils iront où? Vous voyez ce qui est énervant? Ce qui est énervant, c'est que des gens lisent les documents administratifs où des gens ont fait un tort à l'État, ils refusent de citer. Quand je lis la lettre comme ça là, je lis le nom du signataire. Tu n'es pas en train de les diffamer. Tu es en train de lire un document qu'il a signé. C'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'on continue à laisser les gens poser des pareils actes. J'ai dit à un ami Douala, je lui ai dit, j'ai appris que le gouvernement de la République du Cameroun, le président Paul Biya, a signé un décret vous retrocédant l'île de Tchindé. Je lui ai dit, lorsque le gouvernement du Cameroun, lorsque les fonctionnaires camerounais font signer au président Biya un document pareil, il vous prépare un coup. Il me dit non, Abdel, c'est une vieille histoire. L'île de Tchindé, c'est là, machin, après ouvrir là, tu entres là, derrière, machin. Quand tu es là à l'aéroport, tu longes là tout droit, tu vas tomber sur l'île. Je lui ai dit, mon frère, écoute-moi. Quand les fonctionnaires camerounais posent ce genre d'acte, ils poussent le président Biya à signer ce décret qu'on a remis l'île de Tchindé au Bonanjo. Attendez-vous, il vous prépare un coup. Ça fait combien de mois? Ça fait combien de mois qu'ils ont poussé le président Biya à signer un décret qu'on a retrocédé aux populations de Bonanjo, l'île de Tchindé. L'île de Tchindé, ils vont aller à l'île de Tchindé sans rien. Ils vont aller à l'île de Tchindé avec quoi? Sans rien.
Ils n'ont rien. Ils vont aller construire à Tinga avec quoi? Je ne comprends pas. C'est aujourd'hui que mon ami doit me dire qu'Abdel, vraiment, tu es vraiment un visionnaire. Tu connais le système. Là, je te tire le chapeau. C'est en relation avec ça. Dit que les fonctionnaires camerounais ne font rien pour rien. Ça fait mal de voir une chose pareille. Des gens posent un acte pareil. Mais ces gens n'ont pas de village. Mais ça veut dire qu'on va aller en Vomoka, à l'an 3000. Oui, on va aller en Vomoka, à l'an 3000. On dit non, le développement. Il faut construire une grande autoroute qui va quitter Vomoka, ça va aller au Gabon. On détruit le village de Paul Biya. On enlève sa tombe, sa maison, on casse. Ah bon? Hein? C'est ça? Mais c'est ce que ça signifie. À l'an 3000, puisque le développement sera le développement de Boula, à l'an 3000, on ira en Vomoka, casser la maison de Paul Biya, détruire, enlever sa tombe, enlever la tombe de son père, enlever la tombe, toutes les tombes, on s'en fout, on exhume, on peut mettre ailleurs. Ça veut dire que la descendance de Paul Biya n'aura plus là où aller. C'est ce que ça signifie. Fonctionnaire camerounais, je dis, écoutez-moi. J'ai toujours dit ici, les populations installées sur le territoire appelé Cameroun ne se sont jamais assis. Et ils ont dit qu'ils veulent mettre une république. C'est quelqu'un qui est venu délimiter. Et cette personne avait un intérêt. Cette personne avait un intérêt. Lorsque vous regardez la situation géopolitique mondiale, nous sommes en train d'aller vers le démantèlement des États. N'oubliez jamais que les États mis sur pied avaient pour but de permettre aux sociétés occidentales d'écouler leurs marchandises en Afrique. C'était le but. C'est les entreprises occidentales qui sont venues en Afrique pour avoir des débouchés pour leurs produits. Voilà la naissance des États. Or, aujourd'hui où je vous parle, ces États sont devenus un frein à ces multinationales occidentales. Il faut les rendre faibles. Et le moyen efficace de les rendre faibles, c'est démocratie, droit de l'homme, droit de Tchélé, droit de ce que vous connaissez. À aucun moment, on ne vous parle. Je vous ai posé la question l'autre jour. Quand l'État de Cameroun exproprie les gens, est-ce qu'il a exproprié un autre terrain ailleurs, dit aux populations, venez vous installer ici? Non. Ce n'est pas dans ses missions. C'est pour ça qu'on a créé. Cette philosophie a été mise sur pied. Et on a donc créé donc une holding qui regroupe toutes les ONG du monde. C'est pour ça que la philosophie de Open Society, du grand puissant milliardaire, son travail c'est ça. Affaiblir les États,
Lorsque les États seront faibles, à ce moment-là, eux, ils vont faire leur commerce tranquillement. Depuis que la guerre civile se passe au Soudan du Sud, RFI parle encore, mais non, le business se passe. En Irak, le business se passe. En Libye, le business se passe. En Afghanistan, le business se passe. On s'en fout. Dès qu'on vous a affaibli, c'est fini. C'est pour 100 ans. Or, en Afrique, nous sommes en train d'aller tout droit vers l'affaiblissement de ces États. On utilise quoi? On utilise l'arme à l'intérieur du système qu'on appelle le fonctionnaire. C'est lui qu'on utilise pour désarticuler le système. C'est pour ça que j'avais dit quand le président Biya refait un gouvernement, ce n'est pas le gouvernement le problème. Si le président Biya avait refait un gouvernement, pour refaire un gouvernement au Cameroun, il faut d'abord il faut rendre les postes de directeur d'administration centrale des postes politiques. Des postes politiques. Parce que si l'administration doit avoir juste un chef service, pas de directeur, pas de sous-directeur. Parce que lorsque tous ces gens travaillent mal, le président les balaie tous. Ça fait que le président a repris le pouvoir sur l'administration. À l'heure où je vous parle, les présidents en Afrique n'ont pas de pouvoir sur l'administration. Le président Biya va enlever le ministre des domaines. Ce n'est pas le ministre des domaines qui fait le suivi du dossier. Tu as les directeurs. C'est eux qui savent à quel moment je traite ce dossier. Or, ce sont ces gens qu'il faut d'abord toucher. Quand tu les touches, c'est eux le poumon du système, les directeurs et sous-directeurs de l'administration centrale. Ce sont ces gars qu'il faut déraciner à Yaoundé. Je dis bien déraciner. Ils doivent rester flottants, sans base. Le ministre n'a que la signature. Hormis sa signature, vous avez un système de toile d'araignée à l'intérieur. C'est eux qui disent au ministre quel est le dossier que le ministre va travailler. Ce n'est pas le ministre qui dit comment il faut. Non! Ce sont ces directeurs. C'est eux qu'il faut rendre flottants. Vous les rendez flottants, c'est fini. Ils seront mis sous la coupe. Ils travaillent mal. On saura que c'est eux, parce que tout le monde sait que le ministre n'a que la signature. Mais on fait croire au petit peuple que si on change le ministre, si on change le président, ça va marcher. Mais non! George Weah est président du Libéria. Est-ce qu'il a augmenté? Il faut bien savoir que le fonctionnaire, c'est quelqu'un qui n'a pas d'âme. Il n'a pas de philosophie, il n'a pas d'idéologie. C'est pour ça que les Occidentaux vous disent, nous voulons un pouvoir civil. L'armée a une doctrine. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas les militaires au pouvoir. Parce que les militaires au pouvoir vont venir avec une doctrine claire. Tu voles, on te coupe la main. Ils déclarent ça et ils appliquent. Comment vous justifiez que le Mali, sous embargo, augmente les salaires des fonctionnaires? Ça veut dire que sous embargo, le Mali se ravitaille en armement. Sous embargo, le Mali augmente son budget. Comment vous expliquez? Ça signifie que
à la lutte où c'est en train de partir, si on ne neutralise pas ces fonctionnaires, ils vont détruire le pays. Voilà des gens. Je vous fais une parenthèse dans le direct. J'ai un ami Bamileke ici au Canada. Il me dit voilà, le Cameroun a des minerais rares. Mais moi je suis enseignant. Je suis dans le matériau, dans tout ce qui est comment on appelle ça? Les matériaux composites, le carbone, le machin, tout ça. Tout ce qui est innovation, il est dans ça ici, à Montréal. Il me dit, voilà la lettre que j'ai envoyée à Polytech de Yaoundé. Que le Cameroun a des terres rares, a beaucoup de minéraux rares qu'on utilise dans la haute technologie. Je demande juste à l'école polytechnique d'assurer mon billet d'avion aller et retour. Je ne demande pas qui me paye. J'ouvre ça là-bas à Polytech, j'enseigne les enfants. Parce que d'ici 30-40 ans, ça sera le higher level. Il m'a montré la réponse du secrétaire, du directeur de l'école de Polytech. Oui, c'est une bonne idée. Après la deuxième conversation, c'est que, mais non, est-ce qu'il ne peut pas lui-même payer son billet d'avion pour venir? Que papa, c'est pour l'avenir que je fais ça. Parce que je sais dans quel domaine je suis ici. Les années futures là, tout sera en composite. Or, il faut qu'on ouvre ça au Cameroun. À Polytech, on enseigne ça aux gens. Vous connaissez? Il y a une particularité que nous avons, nous les enfants de la forêt. Lorsqu'on occupe un poste administratif au Cameroun, on se croit le nombril du pape. Jusqu'aujourd'hui, ce gars n'a jamais obtenu ce qu'il avait demandé. Depuis 2015, vous pouvez compter depuis 2015 qu'il a fait la demande. Il dit, je ne vous demande pas de me payer. Je vous demande juste de me garantir le billet d'avion. Aller et retour. Je vais programmer les cours. Et je vais enseigner d'autres enseignants là-bas. Je vais former les gens dans ce domaine. Pour que les années qui viennent au futur, le Cameroun ait de la matière en termes de ressources humaines. Ça n'intéresse la Polytech. Ils veulent continuer dans ce que le colon a laissé. Lorsqu'on dit à ces gens qu'il faut changer l'école, ils viennent vous dire, on a créé les TIC. TIC. Technologie de l'informatique et de la communication. C'est vague. C'est vague et c'est foutaise. Moi, je pleure beaucoup. Je pleure beaucoup ce qui va arriver. Les incompétents ont pris notre pays. Les incompétents ont pris en otage notre pays. Aujourd'hui, nous allons payer ça cher. Les incompétents sont partout. Ils sont partout, les incompétents. Pour la fin
Je vais vous mettre une petite vidéo. Il y a quelqu'un, pas une petite vidéo. S'il vous plaît, je veux que vous écoutiez ce que le monsieur parle. Le monsieur dit, c'est un Guinéen. Guinée-Conakry. Je veux que vous écoutiez. Il parle des privatisations. Écoutez bien ce qu'il dit. Et posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe à Kameko? Et là, puisque vous parlez de celui d'Alain Diallo, on va aller à l'autre sujet, et Air Guinée, bien entendu. La session de Air Guinée, vous êtes l'opérateur économique qui a racheté cette compagnie. Est-ce que c'est avec El Seloudalen que vous avez signé le contrat de cession de Air Guinée? Merci beaucoup. Vous savez que moi je crois que j'étais très surpris. J'ai suivi souvent, je me suis la télé, très surpris, entendu parler de Selou, j'entends Selou parler encore Air Guinée. Parce que pour moi, se réveiller le mort, là, n'est-ce pas? Il réveille le mort. Il n'avait pas besoin de parler, et même Air Guinée, même quelqu'un lui posait la question, il avait dit non, c'est une affaire passée, c'est ça comment je faisais. Je l'ai lavé partout. Ok, j'ai été là-bas. J'ai dit que c'est le pour rien pour l'affaire de ce adjoint, j'étais même avec Alpha. Je l'ai dit. J'ai dit ça, même tout dernièrement, c'est que le là, excuse-moi, Sabari. Je l'ai dit. Non. Alors moi, je suis un homme de la vérité. Qu'est-ce que tu peux me faire? Alors ceux que vous écoutez. Alors j'ai dit, là j'ai entendu parler, j'ai dit, mais attends. J'ai dit, qu'est-ce qui est arrivé sur monsieur? Est-ce qu'il arrive à ouvrir un front? Hein? Là, comment dire ça? Vous allez me poser la question. Je peux vous, je vais vous faire procurer un contrat et signé, dimanche signé par Selou, par moi d'abord, par Selou, par le ministre des Finances à l'époque, et Cheikh Kamara. Ok? Oui. J'ai ce contrat. Donc, oui, c'est le 30 qui donc le contrat de scission en 2002 a été signé par vous, Seloudalen et ministre de Transport, ministre fidèle, pour engager l'État, tout ce qui est financièrement, tout ce qui connaît une idée de privatisation. À toi, c'est l'État, et tout ce qui engage l'État, surtout économiquement, c'est plus de finances. Cette session s'élevait à 5 millions de dollars. Vous avez payé tous les actifs. Vous avez payé 1 200 000 et quelques. Est-ce que le reste qui n'a pas été payé s'est retrouvé dans les comptes de ces ministres engagés dans le contrat? Non, qu'est-ce qui n'a pas été payé? Sur les 5 millions, la session de bien, voilà. Et normalement, vous savez, à l'époque, encore, je ne sais pas si après que les militaires ont pris le pouvoir, ils ont fermé, ils ont privatisé les gardes de fonds, demandé à l'État de privatiser tout les secteurs économiques que l'État gérait. L'État gérait. J'avais même service, ils avaient des usines, ça avait ainsi. Des véhicules, c'est l'État qui les importait et tout. Donc quand ils ont supprimé ça, alors, tout de suite, je suis venu. J'ai pris le relais presque. C'est ma société qui est devenue holding après, parce que j'avais 11 sociétés quand même. Et holding, j'avoue, et c'était le premier holding guinéen, même de CDAO. Premier holding. Donc, alors, il y avait plus de 1000 et quelques, n'est-ce pas, que j'appelais. Donc, alors, une fois, j'ai dit au président, on était assis, j'ai dit, président, j'ai fait résultat qui est parti. Donc tout de suite, j'ai fait venir une centaine de bus pour vraiment faire le transport. Ce n'est pas l'argent que je veux payer, mais je veux vraiment
que je ne veux pas que. C'est tout ça, c'est des grandes gueules. Parce que j'ai dit, il y a une patente partout. Donc, moi, j'ai chef de. Donc, après, j'ai dit, je veux maintenant transport aérien. Et j'ai dit, j'ai dit comment? J'ai dit, j'ai entendu que la Banque mondiale, les fonds ou les partenaires de la Guinée financière, ont dit qu'il faut privatiser, c'est-à-dire qu'il faut vendre, ou pas vendre l'air Guinée à franc symbolique. Parce que ça a coûté l'argent à la Guinée. Et comme les bailleurs fonds donnent toujours le moyen à chaque année, le budget intervient tout le temps pour le budget de la Guinée, ils ont dit donc on est fatigué, parce que Air Guinée, ce n'est plus rentable. Il y a trop de monde là-dedans. Il y a chaque fois qu'il faut financer réparer l'avion, donc il faut vendre plan symbolique. Alors quand j'ai entendu ça, je suis venu me demander est-ce qu'on peut me vendre, moi je vais acheter. Parce que je pense que on m'a dit plan symbolique en français c'est quoi? Tu peux le vendre même à 100 francs. Et oui, donc pour moi, c'est cadeau. Mais quand je suis venu, le président me dit, tiens, il dit, voilà, je te vends. J'ai dit, tu me vends? J'ai dit, c'est rapide. Il dit, oui, il dit, non, je te vends. J'ai dit, à combien de plus là? Il dit, 5 millions de dollars. J'ai dit, oh, je me retire. Ouais. Il a dit, non, je te vends, il y a des choses que tu ne peux pas refuser. 5 millions de dollars, tu es obligé de payer. Ouais. Et tu ne peux pas te retirer aussi, je vais te vendre. J'ai dit, c'est un décret, alors oui, c'est un achat. Un vente ou achat. Il dit, c'est un décret si tu veux, mais c'est ça. Tiens, il a dit, bon, appelez-moi, il a appelé un garde de corps, Mota. Il dit, allez le chercher le but de transport. C'est parti, c'est chez lui. D'accord. Il est venu, il s'est trouvé assis dans le grand palais, dans la Palau. Donc, Palais Nation. Palais Nation. C'est le Soudan, parce qu'il y a la région de donc, alors il a dit, bon, il dit, moi j'ai trouvé preneur, j'ai vendu l'avion et de Airbnb. Comment? Celui l'a trouvé assis, il n'a pas trouvé un blanc ou personne à côté, il pensait que c'est d'autres personnes. Il dit, président, tu as vendu à qui? Il dit, j'ai vendu à l'instant. D'accord. Il a dit non, mais le président, il n'a pas cette capacité de gérer une compagnie. Donc, le président a dit, de toute façon, moi je le vends. Mais, pourquoi? Et puis, il a dit, j'ai vendu, et puis aussi, je l'ai vendu à 5 millions. Il a dit, ah, président, ça c'est cher. Le prix là, c'est cher, je crois qu'il ne peut pas s'asseoir. Ça c'est la vérité. Ouais. Mais, en clair, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a jamais vendu à Guinée en fait. Hein? Il n'a jamais vendu à Guinée, c'est Conté qui vous l'a vendu. Non, c'est Conté qui a proposé de me vendre à Guinée. Ok? Bien. Mais comme si quand le président donne l'ordre comme ça, c'est-à-dire il dit à ses ministres, voilà, faites en sorte que tout soit formalisé comme ça se doit. Ouais. C'est comme ça le chef marche. Ouais. Donc, alors, maintenant, mais en ce moment, est-ce que je veux parler, bonjour seulement qui a le bois et c'est l'eau. Ouais. Ok? Ouais. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Tout le monde, que ce soit, n'est-ce pas, ses collègues ministres, et même le premier ministre d'alors, et tout le monde, nous tous, même le président, savait que s'il était plus français, en fait, il protégeait les ok? Donc, comme il est reconnu pour ça, c'est pourquoi je crois que le président a pris devant. Parce que c'est lui qui était avancé pour négociation avec Air France. D'accord. C'est ça que. Parce que vous savez, c'est pourquoi je dis il ne faut pas rêver le mort. Quand quelque chose est traité clos, nous ne ouvrons pas. Un dossier clos, ne l'ouvre plus. Donc, alors, je n'ai jamais dit ça. Mais comme ça se dit, ce dossier-là, ça c'est dit, ce dossier-là, il a vraiment décidé là, parce que vous avez vraiment l'opinion ce matin. Selou n'a jamais été mêlé en fait dans cette histoire de Air Guinée. Il n'est pas mouillé là-dedans, comme on dit. Non, pas mouillé là-dedans. Je vous dis comment. C'est vous qui l'avez dit. Il a juste été informé. Justement, il a juste été informé. Attends. Non. Il a juste été informé. Attends, pourquoi informé, je vous ai dit. Parce qu'il y avait des gens qui avaient des choses qu'on ne peut pas dire, comme
j'entendais dire. Lui, il avait déjà pris un pas pour les Français. Mais j'étais... Je suis l'acteur principal, je vous ai dit. Je ne dis pas le contraire, Elage. Mais qu'est-ce qui nous dit que vous dites vrai, ce que vous dites, ce que vous êtes en train de dire? Non, ce que j'entends dire. Oui. Quand vous dites qu'il avait fait part avec les Français, non, je ne dis pas. Non, c'est vous qui l'avez dit qu'il avait chanté avec les Français. Il défendait les intérêts français. En tout cas, parce que lui, il voulait que l'avion soit vendu au Air France. Ok? Donc, Air France, parce qu'il y avait, bien sûr, pas l'avion, parce que l'avion n'était pas quand on l'achetait. Et puis aussi, il y a des royalties, comme on dit ça, c'est droit de vol. Droit de commercial et exploitation. Chaque Guinée, chaque pays souvent des avions, des royalties. Donc ça, Air France voulait surtout ça. Pour le seul ça. En ce moment, ils allaient mettre beaucoup d'avions dans le sous-région. Bon. Donc, alors, parce que l'avion Air Guinée était déjà à Tel Aviv, Israël. Il était là-bas, les deux moteurs étaient datés. D'accord. C'était réparé, il faut aller réparer. Ils ont réparé, l'avion était bloqué. Il fallait que 2 millions et quelques dollars. 2 millions et quelques dollars, j'ai un peu de preuves. Donc, alors, c'est à ce moment que, quand les papiers là étaient faits et tout, donc, le premier ministre et autres là, tout le monde a dit, bon, on a vendu les 2 autres avions, n'est-ce pas, au Nigérien extérieur, et si un opérateur veut, en tout cas, il faut qu'on donne de priorité à lui. Voilà comment les autres ils étaient nationalisés. Donc là, on parle du Boeing 700 français de 200. Et les plus grands étaient vendus au Nigérien. Donc, pour récapituler, il n'y a pas eu d'appel d'offres, on vous a vendu l'avion, et ça n'a pas été quand même beaucoup de discussions. Il y a eu d'appel d'offres après. J'ai dit, quand le chef donne, il y a les cadres qui sont là pour ça. Par exemple, parce qu'il y avait une idée de privatisation, et là-bas, on m'a invité là-bas et tout, j'ai signé. On a fait toutes les formalités qu'il faut. Les 5 millions de dollars, tout a été payé parce qu'on a pris un peu de Je vous dis, c'est ça que je vous dis. Et 2,5 millions, j'étais payé pour délivrer l'avion. Et les travailleurs n'étaient pas payés. Encore à hauteur de 1 million et quelques, de francs guinéens, 1 million et quelques. Mais ce que les gens ne comprennent pas, et aussi, Air Guinée devait beaucoup d'argent dans tous les pays sous les hommes, partout ils volaient. D'accord. Parce qu'il y a comment dire, il y a les montants qu'on dit, comment dire, le frais atterrissage. Dans chaque pays, il faut que tu payes atterrissage et décollage et atterrissage. Et puis survol aussi. Donc, n'est-ce pas, avion même, ils ont même saisi, ils ont voulu saisir l'avion, je ne sais pas, c'est Nigeria ou. Mais autant j'ai payé. Donc, c'est pour quand même après, j'ai mis Air Guinée Express. Maintenant, la compagnie est privée 100%. J'ai mis Air Guinée, mais ils ont dit non, Air Guinée, c'est couleur de Air Guinée. Les gens l'ont dit qu'il faut payer juste à Kinshasa. On a fait relever de tout ce que, n'est-ce pas, l'État devait. C'est pas ma qui doit. Moi, si on me vend, on m'a vendu quelque chose, c'est pas le dette de l'État. Bien. Donc, c'est comme ça, les 1 million et quelques aussi a été, non seulement je paye les travailleurs pour aucun travail peut dire que comment dire ça. Sauf que nous apprenons que c'est ce montant qui devait aller aux travailleurs, nous apprenons qu'une partie aurait été détournée. Oui, c'est le gouvernement qui, c'est les fonctionnaires qui ont détourné. Moi, j'ai bien envie de comprendre par rapport au ministre. Non, j'ai payé, j'ai des chèques, c'est pas ça. Moi, j'ai envie de comprendre par rapport au ministre Cellou Dalein. Est-ce que dans la signature de ce contrat, vous lui avez offert de l'argent? Non, vous savez que, non. Moi, je suis un homme d'affaires. Je suis un homme d'affaires. Une affaire qui est traitée, passée. Non. Voilà. Hélas. Et dans le ce matin, vous nous avez appris que le président Lassana Conté à l'époque a donné l'instruction au ministre des Transports de l'époque, Cellou Dalein, de venir participer à la signature de ce contrat. Est-ce que dans la signature de ce contrat, il a dit, voilà, comme on dit qu'on va vendre, et un Guinéen est intéressé pour vendre un Guinéen. Il est venu pour il a dit, allez-y, faire le reste
Bien. La formalité. Oui, mais est-ce que vous avez donné quelque chose? Ne serait-ce qu'une appel? Non, je ne l'ai pas donné. Donc, M. Cela n'a pas été corrompu dans cette procédure? Non. Bien. Et là, Je l'ai dit ça plusieurs fois. Voilà. Et là, c'est pourquoi j'ai dit que je ne sais pas qu'est-ce qu'il arrive de rêver le bon. Et là, je me dis là, notre invité ce matin chez les GG sur Espace Guinée, on va revenir un peu sur l'actualité, si vous le voulez bien. Si vous permettez un dernier truc sur Air Guinée, qu'est-ce que vous en avez fait finalement? Air Guinée, Air Guinée, tout le monde l'a eu. Dans son noir, Voilà, vous voyez comment on bazarde les pays, on vend les biens des pays africains. Vous vous rappelez combien on a vendu le combi en France? On vous a dit le prix. On vous a dit que non, l'avion là a été irrécupérable. Faux. Il dit faux. C'est le mécanicien qui parle. Ça a été irréparable. Faux. Alors, je vous parle, ça vole toujours. Mais une compagnie utilise ce forme de cargo. Eh oui. C'est ça. Bonne soirée. On se prend demain. Je soutiens une fois de plus les doigts là. Je vous apporte mon soutien. Résistez. Résistez. Il n'y a pas de Aqua, il n'y a pas de Bonanjo, il n'y a pas de Deido. Vous avez la même cause. Parce que comme ils vont finir avec les Bonanjo, ils vont attaquer les Aqua. Quand ils vont finir avec les Aqua, ils vont attaquer les Deido. Résistez. Je vous dis résistez. Pure Leaf. Le nouveau Coppertone Sport Minéral, un écran solaire minéral qui reste sur la peau. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as difficile la vie ici. Tu souffres de camerounite aiguë. C'est une maladie de luxe tropicale et tu es qui n'a tout fait dessus. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté?